Vendredi 17 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Aviva pour vous informer. L'affaire Apollo 21 à la une des actualités de ce jour. 20 ans de travaux forcés pour Paul Rafanoir, 10 ans pour le français François-Philippe Sarire, qui est l'ancien Premier ministre Victor Hamadj, ont été condamnés à 5 ans avec sursis. Tel est le verdict du procès des 20 impliqués dans l'affaire Apollo 21, accusés de complot de tentative du meurtre du président de la République, André Zuil, et de quelques personnalités publiques membres du gouvernement dans le but de renverser le gouvernement actuel. Un reportage de Sylvain. 12 jours après le début du procès dans le cadre de l'affaire Apollo 21, les verdicts sont tombés pour les accusés. 6 ont été jugés coupables de crimes. Paul Rafanoir a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Cet homme de 58 ans qui est le cerveau de cette affaire visant à éliminer le président de la République. 5 autres personnalités publiques qui visent également à renverser le gouvernement actuel. Quant à Philippe François, un Français de 62 ans, deuxième personne impliquée dans cette affaire, principalement dans la mise en place des 50 commandos pour exécuter l'opération, ce dernier est condamné à 10 ans de prison ferme. Même sort pour Aina-Marie Zafnjakout, assistant-chef de projet de la Banque centrale Madagascar. 5 ans de travaux forcés pour la femme de Paul Rafanoir, Vangnyarsou Andjian, chez qui a été découverte une arme non autorisée et la somme de 900 millions d'ariars. L'artiste politicien William Ivan Djiazanakoul, dit Sarirak, quant à lui a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Ce dernier qui a été à plusieurs reprises mentionné pour avoir assisté à des réunions dans le cadre de cette affaire. Même peine pour l'ancien Premier ministre retraité, Victor Hamadj. La campagne de François-Philippe Brigitte a été relâchée au bénéfice du doute. Celle-ci qui a avoué avoir entendu des échanges entre son compagnon et Paul Rafanoir sur la mise en place des commandos. Le général Ferdinand Razakarman en a également été acquitté au bénéfice du doute. Quant aux 13 gendarmes et militaires, ils ont été tous purement et simplement acquittés. À titre de rappel, l'affaire Apollo 21 a été découverte le 20 juillet 2021 suite à un renseignement judiciaire par lequel la police a pu arrêter Paul Rafanoir, sa femme, puis François Philippe, qui était déjà sur le point de s'envoler pour la France. Toujours concernant cette actualité, atteinte à la vie du chef de l'État, manifestations non autorisées, perturbations, voilà comment l'opposition et les personnes sans scrupules pensent pouvoir s'emparer du pouvoir à Madagascar. Les sénateurs de Madagascar ont été clairs sur ce point lors d'une entrevue avec nos journalistes. Les façons de faire de l'opposition ne sont pas démocratiques. Toujours un reportage de Sylvain sur les images de Sechangiana. Madagascar est un état de droit. Par conséquent, toute manifestation non autorisée est considérée comme une violation de la loi. Par ailleurs, le respect des lois en vigueur est le témoignage de la démocratie, ce qui signifie également le respect de la liberté d'autrui. Aussi, l'on peut dire que l'opposition à Madagascar est habituée à l'illégalité. En outre, leur façon de faire va à l'encontre du Soutouavna Malagasy. Le projet Apollo 21, une tentative d'attenter à la vie du président de la République, le démontre clairement. L'élection est le seul moyen d'accéder au pouvoir. Mais sans doute l'opposition craint de ne plus collecter de voix, eu égard aux diverses réalisations à grande vitesse du régime actuel, raison pour laquelle elle ne veut pas atteindre la prochaine élection. Toujours dans cette page politique, le parti politique TGV et les associations qui soutiennent le président de la République, André Zuil, dans la région Alochamangour, ont tenu un meeting hier dans la capitale de Muramang. Ils ont loué les actions entreprises par le président dans la réalisation de ses engagements envers le peuple malagasy. Ils ont également réitéré leur volonté de soutenir le président dans ses démarches pour le développement du pays, a affirmé Augustin Djiamanandour, vice-président national du parti TGV. Les membres du parti TGV et les associations qui soutiennent le président de la République se sont retrouvés au monument commémoratif de l'insurrection de 1947. Renforcer le soutien au président pour les actions qu'il a entreprises dans le développement de la région est la raison de ce meeting. Par ailleurs, ces actions en faveur du développement se poursuivront, selon les membres du TGV et des associations soutenant le président. Le parti politique TGV et ses associations partisanes dans la région Alochamangour représentent une force du fait du nombre de leurs votes dans la région durant des élections successives.
Par ailleurs, une rencontre a eu lieu entre les dirigeants du parti dans une grande salle de Bezanzan. Cette réunion a permis de donner des directives aux dirigeants locaux, de consolider la solidarité des membres et la force du parti, ainsi que des associations qui soutiennent le président Anjrazwil dans la région à Lochamangour. Le projet de loi concernant l'organisation entre les pharmacies et les dépositaires a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale mercredi dernier. Ce projet de loi va donc passer au niveau du Sénat avant qu'il ne soit complètement adopté. Reportage. Le calvaire des habitants des zones rurales à cause de l'inexistence de pharmacies est la raison qui a poussé les députés à adopter ce projet de loi. En effet, rares sont les pharmacies installées dans les zones rurales et dans la plupart des cas, seuls les dépositaires y sont implantés. Le projet de loi 003-2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2011-002 portant sur le code de la santé, proposé par le député de Mourafenbe, Vouninaï Jean-Eugène, a donc été adopté par les députés. Une nouvelle qui réjouit le groupement professionnel de dépôt de médicaments de Madagascar. Madagascar compte actuellement 275 pharmacies, si les dépôts de médicaments sont au nombre de 1700. Le groupement des dépositaires affirme être ouvert à toute suggestion dans le cadre de l'amélioration de ce secteur et afin d'améliorer les services sanitaires et la couverture médicale. Les travaux de construction pour l'installation des transports par câble dans la capitale débuteront dans 3 mois au plus tard. En effet, suite à l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat du prêt relatif au financement du projet, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a immédiatement discuté du contrat avec l'entreprise maîtresse d'œuvre. Un reportage d'Ajnena Martina Enzara Ranjiansu. Une étape importante a été effectuée ce jour dans la réalisation du projet présidentiel sur le transport par câble. Le contrat entre l'État malagasy et l'entreprise maîtresse d'œuvre a effectivement été signé ce jour. Ce transport par câble constitue une réelle opportunité pour Antananarive, d'après les explications du maire ce jour. Les travaux, qui débuteront dans 3 mois, commenceront par la ligne orange. Par ailleurs, toutes les conditions ont déjà été réunies, également en ce qui concerne le financement qui contribuera à la réalisation de ce grand projet d'infrastructure. À propos de l'approvisionnement en électricité, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a souligné ce jour que c'est la Jirama qui alimente ce transport par câble et elle est secondée par des machines installées dans toutes les stations du transport par câble. À noter que ce téléphérique consomme jusqu'à 2,2 MW. Le lancement officiel de la décennie de l'agriculture familiale a eu lieu ce jour. Ce sera l'occasion d'élaborer et de consolider les politiques de développement du secteur agricole auquel 80% de la population malagasy s'adonne. Par ailleurs, ce secteur est actuellement menacé à cause du changement climatique, des problèmes fonciers, mais également du retard sur les différentes techniques de production. Reportage. 75% de notre alimentation sont assurés par l'agriculture familiale. Toujours selon les statistiques, ce secteur d'activité joue un rôle important dans l'économie du pays. Cependant, le rendement risque grandement de diminuer compte tenu des difficultés que ce secteur rencontre actuellement du fait du changement climatique, entre autres. Aussi, les Nations Unies ont dédié une décennie à l'agriculture familiale qui a débuté officiellement ce jour à Madagascar. Le but est de faire de ce secteur d'activité un pilier pour le développement à travers les politiques nationales sur l'agriculture familiale. En effet, l'autosuffisance alimentaire du pays, inscrit dans le VELRA numéro 9, est une des visions du régime actuel. L'agriculture familiale est le seul moyen pour y parvenir. La pandémie de Covid-19 a directement impacté le secteur éducatif qui a été contraint d'arrêter ses activités suite à la propagation intense du virus. Madagascar devrait entamer l'éducation via le numérique afin de poursuivre l'enseignement malgré la situation d'urgence sanitaire d'après le CONAMEPT ou la Coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous. Une déclaration faite lors du Forum national de l'éducation hier, durant lequel des résolutions ont été avancées dans le cadre de l'atteinte des objectifs des conventions que Madagascar a signées. Reportage. L'évaluation des réalisations dans le cadre des conventions signées par Madagascar est impérative afin de constater quels objectifs ont été atteints, les travaux effectués comme les points à améliorer.
Le CONAMEPT se charge de cette évaluation annuelle dont la 6e édition s'est déroulée hier, un événement auquel 10 régions ont participé. Dans ce sens, l'évaluation de l'atteinte de l'ODD 4, qui est l'éducation pour tous, a abouti à 3 résolutions: la révision du calendrier scolaire, le renforcement des formations et des équipements des enseignants, et la définition de la gratuité de l'éducation à Madagascar. Par rapport aux situations d'urgence auxquelles le secteur éducatif a été durement confronté durant cette pandémie, 4 résolutions ont été avancées dans la nécessité de la réflexion pour l'application de l'apprentissage à distance tout en tenant compte des zones enclavées, la liberté de gestion des écoles privées de leur planning, ainsi que l'appui financier de ces établissements pendant les périodes de crise. L'éducation numérique doit également être mise en œuvre, souligne le CONAMEPT, afin d'éviter l'arrêt total des activités éducatives, comme ce que l'on a pu voir durant les confinements. Mais cela reste un défi pour les niveaux préscolaires et primaires si les collégiens et lycéens se sont peu à peu habitués à ce système. Il faut également adapter ce système aux moyens des Malagasy. Des discussions sont déjà en cours avec le ministère de l'Éducation dans ce cadre, toujours d'après les explications de la CONAMEPT. Mais sur le plan international, les dirigeants de l'Union européenne se sont engagés à accélérer la vaccination anti-Covid et à mieux se coordonner face à la progression du variant Omicron lors d'un sommet jeudi à Bruxelles. Un reportage de France 24. En matière de lutte contre la pandémie, pour les membres de l'Union européenne, il fallait retrouver de la coordination. Dans les conclusions du sommet de jeudi, les leaders européens ont qualifié d'urgente et cruciale l'extension de la vaccination et l'administration des doses de rappel. En Europe, c'est 67% de la population qui a reçu un schéma vaccinal complet. Nous savons que nos systèmes de santé sont actuellement surchargés et cela est en partie lié au grand nombre de patients non vaccinés. Donc en conclusion, la réponse ne peut être que d'augmenter la vaccination pour inclure les enfants de plus de 5 ans. Les rappels et les mesures de protection, telle doit être la réponse que nous donnons à ce nouveau variant. Les 27 pays de l'Union qui avaient élaboré le pass sanitaire le voient aujourd'hui ébranlé par le nouveau variant Omicron. Le président français, lui, affirme que les conditions resteront les mêmes pour les habitants des pays membres qui voyagent vers la France. Et nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite il se diffuse dans les autres. Plusieurs pays comme la Grèce, l'Italie ou le Portugal imposent désormais aux voyageurs européens, même vaccinés, de présenter un test négatif pour pouvoir entrer sur le territoire. Des décisions unilatérales qui reflètent une Europe encore désunie dans la gestion de la pandémie. Toujours concernant le même sujet, les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont promis jeudi 17 décembre à Moscou de lourdes conséquences en cas d'agression militaire de l'Ukraine. Les 27 ont en parallèle cherché à encourager les échanges diplomatiques avec la Russie. Reportage. Une tension qui n'est jamais vraiment redescendue. Plus de 100 000 soldats russes sont rassemblés à la frontière russo-ukrainienne, selon les renseignements américains. Le Kremlin, de son côté, nie toute intention agressive, mais l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont déjà convenu de sanctions économiques contre la Russie en cas d'agression de l'Ukraine. Emmanuel Macron, lui, défend une position diplomatique incluant le président russe. Simplement, nous avons eu une discussion importante avec le président Zelensky et nous avons très clairement réaffirmé notre attachement au format Normandie, une volonté de réengager ensemble avec la Russie. J'en avais déjà parlé au président Poutine il y a quelques jours et je veux ici saluer vraiment l'engagement que nous avons bien senti du président Zelensky à proposer, à avancer sur ce volet. Une méthode qui n'avait pas fait reculer la nation russe en 2014 alors qu'elle envahissait la péninsule disputée de la Crimée. Le président ukrainien s'agaçait déjà mercredi d'une Europe de l'immobilisme selon lui. Nous avons pu expliquer à nos collègues européens que, pour être honnête, personne n'est particulièrement intéressé par la politique de sanctions a posteriori.
Notre État est intéressé par une politique de sanctions puissante avant une éventuelle escalade. Et ensuite, il me semble qu'il n'y aura peut-être pas d'escalade possible. Les tensions entre Vladimir Poutine et les chefs d'État européens restent très fortes ces dernières semaines. Parmi les causes, la crise migratoire en Biélorussie, alliée du Kremlin, que l'Union accuse d'être orchestrée par le régime de Minsk. Mais aussi la hausse des prix du gaz naturel russe, utilisé comme moyen de pression sur l'Europe. La Corée du Nord a marqué vendredi le 10e anniversaire de la mort du dirigeant Kim Jong-il. À son arrivée à la tête de la Corée du Nord il y a 10 ans, Kim Jong-un semblait ouvert à l'influence étrangère et aux réformes économiques, mais cette période semble désormais révolue et le pays s'isole à nouveau. Toujours un reportage de France 24. Il était vu comme moins rigide, plus ouvert vers l'Occident. Mais à l'image d'un Bachar el-Assad en Syrie, la jeunesse et un court passage en Europe ne suffisent manifestement pas à convertir des fils de dictateurs en grands démocrates. En Corée du Nord, Kim Jong-un, qui célèbre ses 10 ans au pouvoir, s'est même avéré au moins aussi dur que son père Kim Jong-il, auquel les citoyens viennent rendre un hommage pas toujours spontané, dans un des régimes les plus liberticides au monde. Alors que je monte ici sur la colline de Mansu et que je vois l'image de notre grand général Kim Jong-il avec son sourire, je ne peux pas empêcher mes larmes de couler. Le vieil adage dit que le temps passe et que tout change. Mais même si le temps passe, notre général nous manque toujours. À force de multiplier les tirs de missiles pour tester l'arsenal nord-coréen et laisser planer une menace sur la région, l'autoritaire dirigeant Kim Jong-un s'est vu affublé du surnom de Rocketman. Les espoirs de changement ne convainquent désormais plus beaucoup d'experts. Quand on regarde la décennie écoulée avec Kim Jong-un au pouvoir, pour assurer sa sécurité, il est fort probable que la Corée du Nord continuera à manier à la fois la carotte et le bâton, avec de faux pourparlers de paix et avec cette stratégie de l'accord de Rennes. Les 3 rencontres avec l'ancien président américain Donald Trump ont, de l'avis des observateurs, servi de trompe-l'œil. Et l'épidémie de Covid-19 a depuis été un prétexte formidable à Kim Jong-un pour refermer encore un peu plus la Corée du Nord, où la famille menace sur elle-même, avec un contrôle particulièrement accru des frontières. Les dissidents qui tentent de quitter le pays sont désormais de plus en plus rares à y parvenir. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Boîte Noire. Nous tenons également à vous informer que l'émission Data ne reprendra qu'en janvier 2022. Merci de votre fidélité. Au revoir.